Gogol nous prévoit 1h30 de route, 100 km, pour rejoindre notre hébergement de ce soir et de demain. J'ai nommé le Co-Paradise View Resort. Le trajet se fera dans une ambiance très colonie de vacances. Oh, c'est pour la voiture que je dis ça, pour les pneus, Andouille. Andouille. Oh, mais franchement, c'est pour la voiture, c'est pas pour tout. Comme tu regardes jamais rien, tu es toujours dans le paysage. Je suis là pour le pays. Le Co-Paradise View Resort est un hôtel flottant sur la rivière Kwai, en plein milieu de la jungle. Immersion totale dans la nature luxuriante de Thaïlande. Si d'aventure nous avions voulu tester la magnifique piscine qui équipe l'hôtel, c'est avec des centaines de poissons, qui eux sont chez eux, que nous aurions dû nous baigner, des poissons qui n'avaient nullement l'intention de nous céder leur place. D'un confort suffisant, notre cabine, climatisée avec frigo et salle de bain privative, devrait nous faire passer des nuits douces et reposantes, bercées par le courant de la rivière Kwai, aujourd'hui très puissant, des pluies torrentielles s'abattant dans la région depuis plusieurs heures déjà. Quant à sa terrasse, elle nous ouvre un joli panorama sur la rivière, la montagne et sa végétation luxuriante. Pour notre dîner, nous choisissons la fondue locale, cuite au feu de bois sur un creuset en terre. Mais pour la déguster, il nous faudra toutes les explications savantes de notre serveuse pour consommer, dans les règles, cette spécialité culinaire régionale. Le mélange, ah oui, d'accord. Ce matin, rafting. C'était inclus dans la réservation. En fait, ce ne fut qu'une balade sur la rivière à bord d'une barge tirée par une pirogue longue queue. Évidemment, on n'a pas eu les mêmes sensations.
après-midi consacré à la visite du parc Sayok, avec pour commencer la superbe cascade de Sayok Noi. Facile d'accès, on la trouve en bordure de la route principale. Elle est la plus visitée du parc de Sayok. Haute de 15 mètres, c'est la résultante d'une petite rivière qui jaillit de la montagne voisine et qui se jette du haut d'une falaise de calcaire. Les visiteurs locaux sont très nombreux à fréquenter cette cascade car au milieu d'une jolie forêt, on y vient aussi pour pique-niquer et se promener dans ces petits sentiers pédestres. Et puis, des torrents d'eau venus du ciel nous ont obligés à regagner notre Paradise Resort. Ce sera notre plus longue étape, 450 km, 6h30 de route. Le plus grand Bouddha de Thaïlande étant sur notre chemin, on n'a pas pu moins faire que de s'y arrêter. Le monastère Wat Muang, qui abrite le Big Buddha, tient aussi et surtout, et ici peut-être plus qu'ailleurs, du parc d'attractions à l'asiatique. Et tout de suite, on est mis dans l'ambiance en traversant le jardin des enfers, une représentation très réelle des sévices infligés à tous ceux qui voudraient s'affranchir des préceptes que Bouddha a édictés. Toutefois, le Bouddha rieur est là pour rassurer les fidèles. Avec ses 92 mètres de haut et ses 63 de large, c'est le 8e plus grand Bouddha du monde, le plus grand de Thaïlande. Construit en ciment, cette statue, peinte de couleur or, représente le Bouddha assis, jambes repliées en position du lotus, sa main droite posée sur le genou, sa main gauche à plat, dirigée vers le ciel. On y voit aussi de nombreux autres tableaux représentant des phases de la vie des rois, avec une préférence pour les scènes de combat. Une autre partie du monastère nous proposera des alignements de saints et de dignitaires bouddhistes. Le palais au miroir, une sorte de palais des glaces où trône un Bouddha d'argent.
Et pour finir, entouré de ses pétales roses symbolisant la fleur du lotus, le Wiarn, un temple dédié à la prière. Ce soir, nous coucherons à Nakhon Ratchasima, dans un palace des années 30 construit dans un grand parc paysager qui appelle à la méditation, une étape bien reposante en perspective. Dès l'entrée déjà, on peut ressentir comme un manque. Par exemple, pas de groom pour nous ouvrir les portes, pas de bagagiste. Nous sommes quand même dans un palace. Le vaste hall d'accueil avec son escalier monumental est vide. Sur les 300 clients que peut accueillir cet établissement, seule la famille Lampernès dormira ici ce soir. Mais la nuit fut excellente. Aujourd'hui, 14 juillet, fête nationale en France, mon frère et Irène nous ont donné rendez-vous à Khon Kaen, une ville importante de la région de l'Isan dans le nord-est du pays. Dans un chic hôtel de la ville, l'Association des Français de Thaïlande organise pour la circonstance son AGO, suivi d'un repas arrosé de bordes rouges, ainsi qu'un spectacle de danse folklorique thaï. Des costumes aux couleurs chatoyantes, des mélopées langoureuses, de la grâce dans les mouvements des danseuses thaï, une après-midi enchanteresse, pour qui aime les danses folkloriques. Ce soir, maison d'hôte au beau milieu des rizières,
dans la Thaïlande profonde. Une petite cabane bien équipée et proprette, avec des commodités originales. Voilà qui va nous changer de notre palace d'hier soir. Quant à Milou, il passera la nuit sur notre paillasson à surveiller la maison. Après 4 heures de route, Lopburi. Lopburi, la ville aux singes. Bien qu'elle fût brièvement la capitale du royaume, et donc possède des ruines et des temples khmers à visiter, on y vient surtout pour y voir une colonie de singes, plusieurs centaines, qui vivent en toute liberté près de la voie ferrée et du temple principal de la ville. Le sanctuaire Prakan, qui est surtout un lieu de prière actif, est entouré d'un grand espace d'arbres et de verdure qui sert de terrain de jeu aux singes. Aujourd'hui encore, pour la dernière nuit de notre périple, un hôtel bien agréable, fait de petits bungalows individuels dans un univers végétal fort bien entretenu, et son petit lac où s'épanouissent les lotus et leurs larges et jolies feuilles, dressées au-dessus de l'eau, sur leurs tiges pouvant mesurer plus de 2 mètres. Ayutthaya succéda à Sukhothai comme capitale du royaume de Siam vers 1350. Le parc historique de la vieille ville, qui s'étend sur 300 hectares, regorge de ruines, de temples et de palais plus ou moins endommagés par le temps. Wat Mahata est sûrement le plus connu. Toutefois, il n'est pas forcément le plus impressionnant des temples d'Ayutthaya. Les Birmans sont passés par là en 1767 et le temps a fait son œuvre puisque la haute tour sanctuaire qui occupait son centre s'est écroulée en 1911. Le long alignement de statues de Bouddha décapités par les Birmans est assez impressionnant.
Ce banyan est connu partout dans le monde. Enserrant dans ses longues racines enchevêtrées une tête de Bouddha, une véritable image d'Épinal, c'est l'emblème de la ville d'Ayutthaya. Le temple Ratchaburana fut construit en 1424 par le roi Borum Ratchatira. C'est un très bel exemple d'architecture du début de l'ère d'Ayutthaya. Bien que la majeure partie de ce complexe ait été victime de l'usure du temps, le prang central a tenu bon. Cette haute tour de pierre évoque par allégorie le mont Meru, la demeure des dieux dans les croyances hindoues. Depuis la deuxième terrasse du prang, une vue d'ensemble nous permet de voir que ce temple se caractérise surtout par ses nombreux stupas aux pointes de pierre qui s'élancent vers le ciel, qui pour la plupart sont encore en excellent état. On pourra aussi voir de cet endroit les vestiges du Vnyarn que l'on peut qualifier de couvent ou de monastère. Il faudra s'éloigner un peu du centre de la ville historique pour trouver le Wat Prassisampe, un temple qui semble un peu plus récréatif avec ses balades à dos d'éléphant et ses quelques boutiques à touristes. Touristes le plus souvent locaux qui viennent ici en costume traditionnel pour honorer une statue sacrée de Bouddha haute d'une quinzaine de mètres dans le seul temple de l'époque d'Ayutthaya encore en activité. C'est le plus grand site archéologique d'Ayutthaya, car Prassisampe était auparavant une importante chapelle royale. Ces 3 tchédis centraux abritaient les restes de 3 rois d'Ayutthaya du XVe et XVIe siècle. Les Birmans ayant fait preuve de la plus grande sauvagerie envers leurs ennemis, le temple n'est plus aujourd'hui qu'un champ de ruines, de belles ruines certes, mais des ruines quand même.
Retour à la case départ, nous sommes de retour à Bansallé. Son port. Ici, pas de bateau de croisière ni de yacht à l'allure majestueuse, juste de petites embarcations de bois qui partent chaque jour pour une pêche côtière afin d'alimenter marchés et restaurants locaux. Se promener sur le ponton au milieu de tous ces petits bateaux multicolores est un vrai régal pour les yeux. Face à la mer, le joli temple de Kongaram. Il se compose de 3 bâtiments principaux à l'architecture traditionnelle thaï avec ses toits à plusieurs niveaux, garantissant l'esthétique du bâtiment. En Thaïlande, seuls les palais, les temples et les bâtiments officiels importants peuvent recourir à ce type de toiture. Le Kongaram est aussi une école pour l'étude du bouddhisme. À Bansallé, l'animation de la ville se résume à sa rue principale, avec en point d'orgue son marché qui attire chaque fin d'après-midi une nombreuse clientèle qui vient s'approvisionner en fruits, en légumes, en viande, mais aussi en plats cuisinés qui nous ont souvent régalés. À l'autre bout du village, un autre temple, le Wat Samakhi Mampo, un complexe de plusieurs bâtiments, dont une école maternelle, où résident de nombreux bonzes. Le sanctuaire principal a l'architecture comme toujours très ritualisée, avec ses toits à plusieurs étages, surmontés d'une pièce de bois pointue stylisée représentant le bec du Garuda, qui assure un rôle de sauvegarde dans la foi bouddhique, est entouré de pagodons, de statues de démons, censés repousser les mauvais esprits. Les murs intérieurs sont couverts de peintures murales servant à instruire les populations alors analphabètes. Leurs histoires illustraient les vertus bouddhiques, la conduite morale à tenir, essentielle à la connaissance divine et au bonheur. Petite balade dans l'arrière-pays. On se sentirait presque transporté en Italie. Ce grand complexe hôtelier qui s'étend sur plusieurs hectares s'inspire fortement des palais italiens. Il en a d'ailleurs pris le nom, se veut appartenir à l'hôtellerie de luxe avec ses menus gastronomiques, sa cave très haut de gamme et ses vins les plus réputés et les plus chers du monde. On pourra aussi admirer depuis sa terrasse un bel aspect de la campagne thaïlandaise. On y déguste aussi d'excellentes glaces. Khao Shishan, un endroit très visité car il représente une image sculpturale géante de Bouddha incrustée dans une haute falaise de marbre.
L'esquisse d'un Bouddha assis a été gravée au laser, puis entièrement dorée. Le parc qui lui fait face, avec ses petits pavillons, est utilisé par de nombreux touristes pour prier, méditer et faire des offrandes. Journée plage à Pattaya. C'est Philippe qui l'avait organisé et avait réservé pour l'occasion des jet skis pour faire monter le taux d'adrénaline. Don't give up until you drink from the silver cup and ride that highway in the sky. This is for all the single people thinking that love has left them dry. Don't give up until you drink from the silver cup. You never know until you try. Ha ha ha! Nous, sur la plage, on a beaucoup ri. Yes, I'm back to stay. Well, I'm on my way back home. Et ce qui devait arriver arriva. Nous voici de nouveau au Bellagio, mais cette fois pour un dîner d'adieu. En vérité, un mois, ça passe assez vite. Dans quelques minutes, nous serons à l'aéroport Suvarnabhumi, puis en vol vers Paris, la tête encore pleine de tous ces bons moments passés en Thaïlande.